Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h37, vous êtes sur Sud Radio, merci d'être avec nous. Et avec nous ce matin, comme invité politique, Mathieu Lefebvre. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes député Ensemble pour la République du Val-de-Marne, vous êtes très proche de Gérald Darmanin, vous avez été conseiller à Bercy, chef de cabinet à Beauvau, c'est bien cela, Tout à fait. Bon, d'accord. Bon, Mathieu Lefebvre, et vous êtes aussi président du groupe d'amitié France-Israël Tout à fait. à l'Assemblée nationale. Ça, c'est très important parce que je vais revenir sur la situation au Proche-Orient. Et puis, nous sommes le 4 octobre et lundi, c'est le 7 octobre. Un an après le massacre commis par le Hamas en Israël. Bien, Mathieu Lefebvre, regardons la réalité du moment. En France. La réalité du moment, c'est ce discours budgétaire, enfin ce débat budgétaire, qui va commencer à partir du 10, puisque le gouvernement va présenter le budget la semaine prochaine. Bien, le projet de budget. D'abord, la réalité. J'écoute Michel Barnier, que nous dit-il ? Le déficit va dépasser 6% à la fin de l'année. On sera quoi ? Déficit budgétaire à 6,2, 6,3 à peu près. Hein, c'est bien cela. Hein. Tout à fait. C'est tout à fait. Dites-moi, il y a un an, on nous disait que le déficit budgétaire pour 2024 serait de 4,6, 4,7, 4,8. Et puis au fil du temps, de mois en mois, on a découvert que le déficit s'aggravait. On en est à 6,2, 6,3 aujourd'hui. On nous a menti, Mathieu Lefebvre. Est-ce que le gouvernement précédent nous a menti ? Dans le gouvernement précédent, d'abord, a pris toute la mesure du dérapage budgétaire de 2024, puisqu'il a annulé 10 milliards d'euros de crédit en février, il a placé en réserve de précaution près de 20 milliards d'euros de crédit, et il a préparé des lettres plafond exigeantes à hauteur de 15 milliards d'euros pour l'an prochain. Donc il est faux de dire que le gouvernement de Michel Barnier part d'une feuille blanche. Ensuite, s'agissant de l'année 2024, il reste encore quelques mois. Le gouvernement a tout loisir de prendre encore des mesures, et nous l'invitons à le faire, notamment pour réduire les dépenses publiques sur 2024. Donc il n'y a pas eu de mensonge. On n'a pas menti aux Français, on n'a pas menti aux partenaires européens. Parce que j'ai écouté, par exemple, Thierry Breton hier, qui disait sur LCI qu'il y avait eu mensonge. Il y a un fait nouveau qui est que nous avons de plus en plus de mal à prédire nos recettes publiques. Les recettes qui avant étaient certaines deviennent aujourd'hui incertaines pour des raisons de conjoncture, parce que notre croissance n'est plus la même qu'avant, elle n'est plus composée de la même manière. Et ça, c'est à nous, parlementaires, aussi d'investiguer pour comprendre ce phénomène. Bien. Budget inacceptable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gérald Darmanin qui a dit cela hier matin. Est-ce que vous dites la même chose ce matin ? Ce budget en l'état est inacceptable. Je dis d'abord que nous devons soutenir Michel Barnier dans sa volonté de réduire les déficits publics. Il a raison de vouloir réduire les déficits publics parce que c'est un enjeu de souveraineté. Nous le disons avec Emmanuel Macron depuis 7 ans. Mais je dis dans le même temps que dans notre pays, nous n'avons pas un problème d'impôts, nous en payons beaucoup plus que tous les autres pays européens, nous avons un problème de dépenses publiques. La dépense publique a doublé depuis le début des années 2000. Est-ce que les Français sont 2 fois plus heureux pour autant ? Je ne le crois pas. Et donc, avec Gérald Darmanin, nous partageons le sentiment, la conviction qu'il vaut mieux agir sur la dépense publique quasi exclusivement plutôt que sur l'impôt. On ne se remettrait pas d'un nouveau choc fiscal comme celui de François Hollande en 2012. En l'état actuel, je ne voterai pas ce budget. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Vous dites la même chose. Moi, je dis qu'il y aura un débat parlementaire. Et le débat en l'état, vous ne voterez pas le budget. Je ne l'ai pas encore vu, le budget. Bon. Il sera présenté la semaine prochaine. Vous Moi, êtes moins catégorique. Je dis qu'il y aura un débat parlementaire. On va formuler des propositions. Pour privilégier des baisses de dépenses à des hausses d'impôts. Encore une fois, moi, je pense que notre pays ne peut pas se permettre 20 milliards d'euros de hausse d'impôts supplémentaires. Ce serait contraire à la compétitivité, à l'emploi. Vous savez, il ne s'agit pas de défendre les riches ou les ultra-riches. Il s'agit de défendre les Français qui travaillent. Parce que l'impôt d'aujourd'hui, ce sont les emplois de demain. C'est le chômage de demain. Voilà ce que risque notre pays. Vous savez ce que vous a dit Michel Barnier. Si vous avez de bonnes idées, nous verrons. Mais nous en avons. Mais je peux vous en livrer une, Jean-Jacques Bourdin. La réforme de l'assurance chômage, elle est prête. Oui. Elle est sur le bureau du Premier ministre. Il y a un décret à signer. C'est une réforme qui permet de rapprocher les Français de l'emploi. Tous les commerçants, les indépendants, les artisans qui ont du mal à recruter. Il y a 350 000 offres d'emploi. Vous lui demandez de signer ? Moi, je n'exige rien. Non, mais je dis simplement que cette réforme. Exigé de demander. Cette réforme est prête. Elle est sur le bureau du Premier ministre. Elle a été préparée par Gabriel Attal. Allons-y. Elle permet par ailleurs de créer des recettes publiques sur la durée, de rapprocher les Français de l'emploi. Et s'il n'y va pas ? Mais on verra quel sera le débat parlementaire. Il y a aussi d'autres propositions qui seront formulées. Mathieu Lefebvre, je vous dis ça parce que la sortie de Gérald Darmanin, c'était de la posture. Pardon. Je crois pas.
Je crois que Gérald Darmanin... C'était 2027, quoi. Je vais vous dire... Il ne pense qu'à 2027, comme Gabriel Attal. Non, mais je dis clairement les choses. Vous le savez bien, Mathieu Lefebvre. Entre 2017 et 2019, oui. Gérald Darmanin était ministre des Comptes publics. Il a baissé le déficit, la dette et les impôts. C'est donc que c'est possible. Donc que la fiscalité, c'est pas une fatalité dans notre pays. Et Gérald Darmanin est fidèle à ses convictions. Pendant 7 ans, avec Emmanuel Macron, on a défendu la baisse des impôts, on a défendu l'attractivité du pays. On ne veut pas aujourd'hui envoyer un signal contradictoire. Est-ce que vous pourriez voter une censure ? Non, mais moi je suis pas du tout dans l'esprit de censure de Michel Barnier. Je souhaite sa réussite. Je souhaite la réussite du gouvernement. Donc vous ne voterez pas de censure ? Non, mais bien sûr que non. Mais nous ne voulons pas le blocage du pays. Nous voulons que ce pays fonctionne et qu'il tourne. En revanche, on a des idées différentes pour arriver à équilibrer nos déficits budgétaires. Bien. Je vais revenir en détail sur les premières annonces de Michel Barnier, sur les grandes entreprises, sur les Français les plus riches. Mais un mot de politique encore. LR et RN sont-ils main dans la main, selon vous, en ce moment ? Je ne crois pas. Sinon, ils auraient tous suivi Monsieur Ciotti en juillet dernier. Mais vous savez... Quand on écoute Bruno Retailleau, avez-vous l'impression qu'il défend des solutions défendues par le Rassemblement national ? Non, mais quand Bruno Retailleau propose d'allonger la rétention administrative pour les clandestins, et moi j'y suis tout à fait favorable. Vous êtes favorable ? Quand il propose de donner plus de moyens à nos forces de sécurité pour lutter contre l'immigration illégale, il faut évidemment l'aider dans cette mission. Là où nous avons une divergence de nature avec Bruno Retailleau, c'est quand il parlait il y a un an de Français de papier. Moi je ne crois pas que la France ce soit des Français de papier et des Français de souche. Je pense que la France c'est un projet. Peu importe d'où l'on vient, peu importe sa religion supposée. Là, on a une divergence identitaire, si j'ose dire, avec Bruno Retailleau. En revanche, aidons-le à protéger mieux encore les Français. Un mot sur la taxation quand même des super. Tout faire pour libérer les otages français. Sa parole est très crédible au Proche-Orient. C'est un facteur de paix. Je pense qu'on ne peut pas pour l'instant, sans résultat. Pour l'instant, Mathieu Lefebvre, malheureusement, bien sûr, mais sans résultat. C'est un conflit extrêmement difficile. Il faut voir aussi que les Israéliens sont dans une situation dans laquelle ils sont traumatisés par ce qui s'est passé. Mais devrait-il quand même se rendre à cet hommage lundi ? Je pense que le chef de l'État fera son choix en conscience, mais il n'a pas attendu cet hommage pour œuvrer en faveur de la paix. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on oublie un peu les otages en ce moment ? Moi, vous savez, quand j'étais petit, il y avait toujours à la télé les photos des otages français. J'observe que ça, il n'y a pas. Mais je vais vous dire une chose, quelqu'un un jour m'a dit, et j'ai été extrêmement choqué de ça, mais sont-ils vraiment français ? Vous savez, il y a un doute, voilà, parce que c'est parfois des otages franco-israéliens, on se dit, est-ce qu'ils sont vraiment français ? Je pense que ça, c'est très grave de dire ça. Ce sont 2 otages français, il faut redire leur nom, Ofer Calderon, Ohad Yahalomi. Il faut penser à la douleur de ces familles qui vivent dans une attente absolument insupportable. Et les efforts diplomatiques sont tous tournés, croyez-le, pour évidemment essayer de les libérer. Bien, la situation au Proche-Orient, on dit qu'Israël se préparait à frapper des infrastructures iraniennes. Est-ce qu'Israël est dans son droit de le faire ? Non seulement Israël a le droit de se défendre, mais Israël a le devoir de se défendre. Évidemment. Le devoir, c'est d'aller frapper donc des installations, par exemple, pétrolières iraniennes. Le devoir, c'est d'éviter que 200 missiles de plusieurs mètres de long ne s'abattent de nouveau sur l'État d'Israël. Ça ne veut pas dire que la riposte, elle doit être indiscriminée. Elle doit toujours se faire dans le respect du droit international, de la protection des populations civiles. Mais il faut bien voir. Au Beyrouth, le respect du droit international, la protection des civils n'est pas assurée. Pardon. Comme à chaque bombardement, il y a des victimes civiles. Bien sûr, mais c'est pour ça que je vous dis. Donc, la guerre tue des civils. Bien sûr, ce doit être le cas, mais c'est aussi le rôle de la communauté internationale et de la France de le rappeler, de la même manière qu'à Gaza, les ripostes doivent être faites dans le respect de la protection du droit international. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Mais dire aujourd'hui... Ce n'est pas fait par Israël, vous êtes bien d'accord. Est-ce qu'Israël respecte le droit international ? J'observe qu'Israël est dans une situation de grande solitude. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Israël est très seul sur la scène internationale. Regardez ce qui se passe au nord d'Israël. Il y a des milliers de familles qui sont déplacées parce qu'ils subissent des tirs du Hezbollah chaque jour. Et des bombardements israéliens. Oui, c'est le Hezbollah qui attaque Israël au nord. Est-ce qu'Israël ne doit rien faire ? Est-ce qu'Israël doit rester dans une posture attentiste et attendre que les 22 États qui sont autour, dont certains souhaitent sa disparition pure et simple, mettent en œuvre leurs promesses ? Je ne le crois pas. En revanche, évidemment, il y a dans les réponses israéliennes des actes qui sont parfois indiscriminés et disproportionnés, et il faut évidemment les relever. Bien, donc Israël est dans son droit si Israël réplique à ces missiles iraniens. Réplique en bombardant l'Iran.
Israël est dans son droit de répliquer. Enfin, Et de bombarder des infrastructures iraniennes en Iran. Mais rendez-vous compte, 200 missiles qui viennent d'Iran, des missiles qui font plusieurs mètres de long. S'il n'y a pas le dôme de fer au-dessus d'Israël, au passage, on veut empêcher la livraison de composants défensifs à Israël, eh bien, on remercie tous ceux qui le proposent. 200 missiles, ça pourrait faire des milliers et des milliers de victimes. Voilà à quoi est confronté Israël aujourd'hui. Israël doit répondre, mais encore une fois, dans le respect du droit international. Bien, Mathieu Lefebvre, quels sont les objectifs d'Israël ? Selon vous, parce que je ne vois pas quels sont les objectifs, si ce n'est la survie d'Israël, on est d'accord. C'est déjà objectif numéro 1. Mais aujourd'hui, quels sont les objectifs de la politique israélienne, conduite par Netanyahou ? L'objectif est, me semble-t-il, d'abord un objectif défensif. Maintenant, nous avons un désaccord fondamental avec M. Netanyahou. C'est que nous souhaitons une solution durable à 2 États côte à côte. Et nous pensons que aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies à la fois à court terme parce que il y a encore beaucoup de terroristes à la fois du côté du Hamas et du Hezbollah qui menacent directement l'État d'Israël, que l'ensemble des voisins de l'État d'Israël veulent plutôt sa disparition que sa survie. Et puis par ailleurs, il y a aussi une posture de la part de l'État d'Israël qui rend difficile, voire impossible, les conditions de la paix de demain. Je pense à la situation en Cisjordanie, évidemment, et je pense, encore une fois, à cette réponse militaire indiscriminée. Et la guerre jusqu'où ? Moi, vous savez, dans ce conflit, parce que beaucoup disent il faut la paix. Enfin, ça, ce sont des mots. Bien sûr. Ce sont des mots. Hein. La guerre jusqu'où ? Et jusqu'à quand ? Moi, je crois qu'il faut une force de médiation entre les parties. C'était les États-Unis il y a quelques années. C'est plus compliqué aujourd'hui pour les États-Unis. Je pense que c'est peut-être à l'Union européenne d'interagir et d'intercéder. Une force de médiation, c'est-à-dire ? Il faut une force de médiation. Il faut une force diplomatique tierce qui soit capable de se faire parler, de faire parler des gens qui n'ont pas envie de parler entre eux. Et on comprend bien pourquoi. Mais je pense que on ne parviendra pas à une situation politique, à une résorption politique de la situation s'il n'y a pas. Mais pourquoi est-ce que la France ne prend pas l'initiative précisément d'une grande conférence de paix ou je ne sais pas moi. Je me pose sans cesse la question. Peut-être que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Hein, Mathieu Lefebvre. On a beaucoup critiqué le discours du président de la République après le 7 octobre, mais il dit 3 choses qui me semblent non seulement bien vieillir, mais être très utiles aujourd'hui. Il dit 1, garantie de la sécurité d'Israël, garantie absolue de la défense du peuple israélien. 2, réponses discriminées, en faisant attention aux populations civiles. Et il dit 3 solutions politiques à long terme avec la stabilité en ayant 2 États. Mais pour qu'il y ait ces 2 États, il faut bien que les 2 parties comprennent qu'ils ont intérêt à l'autre. Que Israël a intérêt à avoir un État palestinien à ses côtés qui est un État sûr et stable. Et de la même manière, il faut bien que les Palestiniens comprennent qu'ils ont intérêt à avoir pour leur sécurité un État d'Israël sûr dans ses frontières et dont le peuple n'est pas... Mais comment le faire comprendre à Benjamin Netanyahou, ça ? Vous savez, il y aura une pression très forte de son opinion interne, d'abord, pour commencer. Bien. J'ai une dernière question. Le 7 octobre, c'est lundi. Est-ce que vous n'avez pas peur ? Le conflit est importé en France. Bien sûr. Par certains. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il se passe, je sais pas, qu'il y ait des événements tragiques, dramatiques Bon, on vit sous la menace permanente, la menace terroriste exogène. Après, il y a toujours des gens qui pourront être radicalisés, comme c'était le cas pour ce personnage qui a voulu mettre le feu à la mosquée, à la synagogue de la Grande Motte. Mais je pense que le ministre de l'Intérieur prend toutes les précautions. Il l'a fait d'ailleurs, et je le remercie, pour que toutes les fêtes juives qui se déroulent en ce moment puissent être faites sous haute protection. On doit évidemment continuer en ce sens. Merci Mathieu Lefebvre d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h57. Patrick Roger est avec vous. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.